Nous allons donc commencer avec une petite vidéo de quelques minutes qui présente notre premier intervenant, ou plutôt l'enquête qu'il a menée à travers le monde. Somehow, somewhere, we've taken a major wrong turn. We're stealing from the legacy of our children. Y nos está llevando a condiciones de pobreza extrema. We're talking about heart disease. We're talking about birth defects. We're talking about stunted lung growth. Prostitución infantil, trata de personas. I think he shot himself. You know, leaving families behind, you know, kids. And this is what they don't want you to see. They don't welcome cameras. We don't know whether we're going to get in. We don't know whether we're going to get to see much. I've never ever seen anything quite this bad. Environmental destruction. This bay is a dead zone. It's been completely contaminated. Las personas de Europa nos ayuden a salir de donde estamos. This surely can't be right. It just shows you, it underlines what we have to lose, what we stand to lose unless we stop this madness. Thank you so much. Merci beaucoup and bonsoir. Thank you so much for having me here tonight, and welcome to Farmageddon, which was a global journey that took 3 years, looking at how the approaches of industry are being applied to the countryside. Alors merci beaucoup de me recevoir ici, bonsoir. Farmageddon, en fait, c'était un programme qui a duré 3 ans. Nous avons essayé de voir comment l'industrie essayait de mettre en œuvre ces pratiques pour la campagne. It was a journey that took me across the world, from Europe to China to South America to California. And some of the things there you saw in the video, but what I learned more than anything was the interconnectedness of society, of the countryside, of the way that we produce food. Alors en fait, ce voyage, j'ai voyagé en Chine, enfin en Europe et après en Chine, en Amérique du Sud, Californie. Et ce que moi j'ai appris essentiellement, c'était vraiment les rapports ou l'interconnexion entre la société et la campagne. What I learned also was how livestock farming is a big contributor towards greenhouse gas emissions. 14.5% of the global emissions come from the livestock sector. That's more than all the cars, planes and trains put together. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est que l'élevage de bétail, en fait, contribue énormément aux gaz à effet de serre, 14,5%. Et cela représente plus que les voitures, les avions et les trains. Climate change, of course, is a serious issue. And if we are to limit global warming to 2 degrees, we are going to have to take some very serious action. Alors le changement climatique est vraiment très important, et si nous voulons essayer de limiter ou de réduire à 2 degrés et réduire en fait ce réchauffement, nous allons devoir faire des choses très sérieuses. On va vraiment le prendre au sérieux. One of the approaches that seems to be being put forward increasingly in Europe and America is, it comes under different names, but here in Europe, here in France, they call it sustainable intensification.
En fait, une des approches, et d'ailleurs c'est une des approches qui se déroule de plus en plus en Europe et aussi en Amérique, mais en France par exemple, on parle de l'intensification durable. So what I wanted to do as part of this global journey was find out what they meant by sustainable intensification and actually see it for myself. So that was why I took off to California as one of my first destinations. Alors moi, je voulais comprendre ou voir précisément ce que cela représentait, cette intensification durable. Alors, un des premiers endroits où je suis allée, c'était la Californie. When we got to California, we went to Central Valley, which is the heart of the land of milk and honey. And what we saw there will stay with me forever. We stood amongst huge monocultures of crops, single crops that stretched out as far as the eye could see, to the left, to the right, and in front of me. Alors en fait, nous sommes arrivés à Central Valley, la vallée centrale, ce qui normalement a une réputation d'être vraiment la terre du lait, du miel, c'est le paradis. Mais ce que je voyais, c'était une monoculture qui allait à gauche et à droite et on pouvait presque, on voyait pas de fin de ces monocultures. And I took a journalist with me from the Sunday Times in London, and we stood amongst this vast grove of almonds. And as we stood in amongst these perfectly regimented trees, I said to her, listen, just listen. And do you know what we heard? Nothing. Alors en fait, une journaliste du Sunday Times m'a accompagnée et nous étions en fait parmi des amandiers. C'était parfait, c'était très beau, mais je lui ai dit, écoute. Et vous savez ce qu'on a entendu? Rien du tout. We didn't hear a sound, not the buzz of a bee or the chirp of a bird. They'd all gone. What we did hear eventually was the distant thud of a helicopter that was pesticide spraying nature into submission. En fait, on n'entendait pas un son, pas le bourdonnement d'abeilles, pas le gazouillement des oiseaux, on n'entendait rien. Mais ce qu'on entendait, c'était en fait un hélicoptère qui était en train de vaporiser des pesticides. No wonder that the bees have gone, and the bees, of course, are crucial to the pollination of these vast monocultures, these vast crops. So how do we get around that in industrial California, sustainable intensification California? Well, we bring in 40 billion bees on the back of 3,000 trucks. Alors en fait, évidemment, les abeilles ont disparu. Ce n'est pas étonnant. Alors comment est-ce qu'on peut se débrouiller sans les abeilles? Vous vous rendez compte, ce qu'ils font, c'est qu'ils importent 40 milliards d'abeilles sur 3000 camions. We took to the air and we looked at this scene from a small plane, and it looked like a massive patchwork quilt. And every now and again, that patchwork quilt was broken up by what looked like vicious scars on the landscape. Those were mega dairies with up to 12,000 cows in a single muddy paddock, not a blade of grass in sight. Alors nous avons pris un petit avion et on a essayé de surveiller ou d'examiner ce qui se passait, comment ça se déroulait au niveau de la terre, et on voyait un patchwork et il y avait des cicatrices. Et ces cicatrices, essentiellement, c'était où il y avait des vaches et il y avait des enclos, il y avait 12 000 vaches. I said to my journalist companion, this is what some people call sustainable intensification. Et j'ai dit à ma compagne, cette personne qui m'a accompagnée, la journaliste, je lui ai dit, ça c'est ce qu'on appelle l'intensification durable. She said to me, this doesn't look like a sustainable future at all. This looks more like Farmageddon. Elle m'a dit, cela ne me donne pas l'impression d'être quelque chose de durable du tout. Au contraire, j'ai l'impression que c'est vraiment Farmageddon. So we've got these twin justifications for the further rollout of industrialization into the countryside. And it's happening here in France. There are 29 proposals, as I understand it, for big indoor dairies here in France. Alors en fait, il y a des tas de justifications. Les gens essayent de justifier cette industrialisation au niveau des fermes. Et d'ailleurs, il paraît qu'en France, selon ce qu'on m'a dit, il y a 29 propositions afin d'établir des fermes laitières internes en France. Those justifications are,
we need to tackle climate change, and putting animals indoors or in paddocks and feeding them grain is more climate friendly. And the second justification is we need to feed a growing world population, so we need to produce more. Alors en fait, il y a deux justifications, c'est-à-dire ces 29 fermes-usines sont beaucoup mieux au niveau du climat et aussi beaucoup mieux parce que de cette façon-là, on pourra nourrir beaucoup plus de personnes. Well, taking the first one, climate change, there's very good evidence to show that actually keeping dairy cows outdoors on pasture is better from a greenhouse gas point of view, lower emissions than keeping them indoors. This is research that's coming from both Europe and the USA. Et d'après la recherche qui provient de l'Europe et aussi des États-Unis, en fait, laisser les vaches à l'extérieur, c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup mieux au niveau des gaz d'effet de serre. But the second thing is, if we're going to put animals indoors and feed them grain, because that's what happens, where are we going to get all of this grain from? And this was brought home to me on another step in the journey when I went to Argentina. Alors deuxièmement, en fait, si nous décidons qu'on veut garder ces animaux à l'intérieur et qu'on va les nourrir avec des grains, où est-ce qu'on va obtenir ces grains? Et cela m'a frappée, surtout quand je suis allée, il y avait la deuxième étape de mon voyage, je suis allée en Argentine. So picture the scene. I was in Argentina with a female companion, and I was under a beautiful South American sunset. Alors, imaginez, j'étais là avec une femme en Argentine et il y avait un coucher de soleil qui était magnifique. It was a romantic scene, and what we saw was what looked like a Sundance being played out in front of us. What we saw was gauchos, South American cowboys, swinging their lassos above their heads, bedecked in beret and boots. Et ce qu'on voyait, c'était en fait une danse au soleil. Il y avait des gauchos qui avaient des bérets, des lassos et qui dansaient devant nous. And we were just chatting about how this Sundance is probably a tradition that's been played out on the rich grassy plains of La Pampas for centuries. Et on était en train de se dire que probablement cette danse au soleil était une danse qui s'était déroulée depuis des siècles dans les Pampas, que c'était quelque chose d'historique. Only what we were watching was not on the rich grassy plains of La Pampas. La Pampas, yes, but actually this was happening in a pen on a cattle feedlot with 4,000 cows in one space. How many? 4,000. 4,000. Mais en fait, ce n'était pas du tout les Pampas. Cela s'est déroulé en fait dans un feedlot, un enclos, où il y avait 4,000 vaches. The surrounding countryside was covered in a single crop, and that crop was soya, GM soya, stretching as far as the eye could see. I drove for 100 kilometers, and virtually all you could see, left and right of the road, was soya, broken up by the odd stand of maize. Et en fait, le paysage était rempli de soja, du soja évidemment génétiquement modifié. Et je me suis baladée pendant des centaines de kilomètres et on voyait que du soja et de temps en temps un peu de maïs. That was the moment when I thought, I get it. So what's happening here is the cattle are being cleared off of the grass to grow soya to feed the cattle, right? Alors je me suis dit, là je comprends, on est en train de chasser les vaches pour pouvoir obtenir du soja pour les nourrir. Wrong. That plot line would be far too obvious. Mais évidemment, cela, en fait, dans un sens, cela est beaucoup trop évident. Those rich grassy plains of La Pampas, famed for producing some of the best beef in the world, are being ploughed up to grow soya, the cattle displaced in feedlots, and that soya, the meal, the dry matter, is then exported to Europe to feed industrially reared animals. Mais en fait, là, j'avais tout à fait tort, parce qu'en fait, la Pampas, qui avant avait des vaches merveilleuses qui produisaient une viande merveilleuse, on est en train de détruire la Pampas, on est en train de faire pousser du soja, mais ce soja n'est pas utilisé pour les vaches en Argentine, au contraire, ce soja est exporté pour nourrir les vaches en Europe. And that's the big problem, you see. Whenever we start
taking animals off of the land and putting them in industrial systems. What we're doing is we're setting up a competition between people and animals for food. Et en fait, ça c'est le problème. Quand on enlève ces animaux de la terre et qu'on les place en fait dans des feedlots ou dans ces enclos, alors il y a un concours entre les êtres humains et les animaux au niveau de l'alimentation. Because those industrially reared animals are then fed on cereals and soya grown on prime arable land. And what they do in Brazil, of course, is then push the pastoralists, the grazers, the cattle grazers, further into the forest, causing deforestation. Parce que ce qui se passe, c'est que le soja, on est en train d'utiliser, en fait, le soja on utilise en fait des terrains arables pour le soja, et essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on pousse les animaux de plus en plus dans les forêts. How big a problem is this? Well, huge. Est-ce un problème important? Oui, c'est un problème qui est énorme. If we were to put all of the cereals and soya being grown to feed industrially reared animals into one field, that field would cover the entire land surface of the European Union. En fait, si on devait placer en fait toutes les céréales et le soja dans un champ, ce champ couvrirait toute la surface de l'Europe. And that points to another lie of sustainable intensification. Sustainable intensification is something which is being put forward as a way of producing more because we need to produce more to feed a growing population. Et cela souligne un autre mensonge. Quand on parle de l'intensification durable, on nous dit oui, c'est tout à fait essentiel parce qu'il faut assurer qu'on puisse nourrir une population qui est en train d'évoluer tout le temps. After all, we've got 7 billion people on the planet already, and it's looking to be between 9 and 10 by the middle of the century, when we expect population to plateau. Après tout, actuellement, il y a 7 milliards de personnes. Mi-siècle, il y aura probablement entre 9 et 10, il y aura entre 9 et 10 milliards de personnes, et alors il y aura un plateau. Those pushing to solve this problem of how to feed the world using industrial agriculture overlook the fact that the world already produces enough food for up to 14 billion people. Mais ceux qui essayent d'encourager alors cette agriculture industrielle, ils ne comprennent pas qu'en réalité, nous produisons suffisamment d'alimentation pour 14 milliards de personnes. The problem is more than half of it is wasted, and the biggest single area of food waste on the planet is in feeding human edible crops to industrially reared animals. Et en fait, au-delà de la moitié de ces produits alimentaires sont gaspillés, et un des problèmes vraiment les plus importants, c'est qu'on donne, on donne à ces animaux des produits qui pourraient être utilisés par des êtres humains. So the Farmageddon journey has really reinforced for me the fact that we have to have holistic solutions that are interconnected, that solving the problem of climate change whilst continuing to inflict huge resource losses, damaging the soil and undermining the ecosystem will lead us to the same place, ecocide. Et je pense qu'en fait, alors Farmageddon m'a fait comprendre qu'il faut trouver une solution holistique, il faut trouver une solution où tout est connecté, tout est lié, et si on veut vraiment essayer d'éviter ce changement climatique et qu'on ne veut pas endommager nos terres et créer un genre d'écocide. But the solution is, to my mind, a common sense one, which is that we stop wasting food. La solution est tout à fait logique, selon moi. C'est une solution où il ne faut plus gaspiller des produits alimentaires. We take animals out of the factory farm. On fait sortir les animaux des usines ou des fermes-usines. And return them to the farm where they can enjoy fresh air and sunshine. Et on va les remettre dans les fermes classiques où ils peuvent jouir du soleil et d'une vraie vie. And as consumers, we can all help that by looking out for pasture-fed, free-range, and organic. And in this way, we can help avert Farmageddon in all of its aspects. Et nous pouvons certainement éviter Farmageddon en assurant que nous achetons des produits qui sont les produits pertinents. Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation. Je vais essayer de vous présenter quelques chiffres tout d'abord. Diapo suivante. Pour vous rappeler le poids de l'élevage, vous voyez que l'élevage fournit environ un tiers des protéines pour l'alimentation mondiale. Il est responsable effectivement de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en ayant une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire en allant jusqu'au produit tel qu'il est distribué. Vous voyez aussi, et cela a été dit, que l'élevage utilise actuellement environ 35% des productions végétales, donc des grains, qui du coup ne sont pas consommés directement par les hommes. Et il est responsable de l'utilisation de 30% des terres, si l'on ajoute la part des terres cultivées, plus l'ensemble des prairies. Mais bien sûr, au plan social, c'est un secteur considérable. On estime qu'il y a 1,3 milliard d'emplois qui sont impliqués. Diapo suivante. Il y a aussi un rôle de lutte contre la pauvreté de l'élevage, puisqu'il contribue à l'alimentation de 830 millions de personnes dans le monde, et que les animaux n'ont pas simplement une fonction de production dans les pays pauvres, ils ont aussi une fonction de capital, d'assurance pour la famille. Ils contribuent à la traction animale, au transport, donc ils ont d'autres fonctions. Et puis, vous voyez qu'il y a une intégration entre les animaux et les cultures, puisqu'il y a des retours de matière organique sur les cultures à partir de l'élevage. Et réciproquement, eh bien, les animaux d'élevage vont, dans beaucoup de pays, utiliser les résidus de culture. Donc, on peut avoir des systèmes intégrés. Diapo suivante. Alors, cette intégration, vous allez pouvoir la visualiser. Je m'excuse pour ceux qui sont loin, ça va être plus difficile. Par ce graphe qui entend vous donner la répartition des terres utilisées. Donc, ici, vous avez les cultures. Là, vous avez les prairies. Puis ensuite, on va trouver les forêts et les écosystèmes plus naturels. Et vous voyez ici comment les cultures sont utilisées, avec une part qui arrive directement à l'alimentation humaine et une autre part qui est importante, qui arrive en fait à l'alimentation des ruminants et à l'alimentation de ce qu'on appelle les monogastriques, c'est-à-dire les porcs et les volailles. Mais bien sûr, ne pas oublier que les ruminants sont capables d'utiliser des prairies que nous ne pourrions pas valoriser par des cultures, bien souvent dans des régions où il n'est pas possible de faire des cultures parce que, par exemple, on ne peut pas mécaniser. Diapo suivante. Alors, ceci est à considérer dans un contexte d'augmentation rapide de l'effet de serre. Vous voyez ici les trajectoires que nous avons sur le temps long, c'est-à-dire depuis 10 000 ans pour la concentration en CO2, avec un pic extraordinaire après la révolution industrielle. Il en va de même pour le protoxyde d'azote et pour le méthane. Le méthane étant ici, et le protoxyde d'azote étant en bas. Diapo suivante. On est dans une situation où l'agriculture contribue, cela a été cité. Alors comment contribue-t-elle? Très rapidement, les émissions de méthane par la fermentation entérique des ruminants, par les effluents d'élevage, les émissions de protoxyde d'azote par les sols fertilisés avec des engrais azotés, par les rizières, puisqu'on a aussi des sols inondés qui émettent à ce moment-là du méthane, pas du protoxyde d'azote. Ensuite, vous avez le cycle du carbone qui implique la déforestation en particulier, qui peut impliquer des incendies, mais qui implique aussi une photosynthèse qui va permettre un stockage de carbone dans la matière organique des sols. Suivante. Alors, dans le dernier rapport du GIEC, l'estimation, c'est que ce secteur intégré agriculture, forêt et usage des sols représente aujourd'hui 24% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est effectivement beaucoup, mais c'est moins que lors du rapport de 2007 qui donnait un chiffre de 31%. Donc, il y a tout de même eu un petit peu moins d'émissions. Ceci est essentiellement dû à la baisse de la déforestation tropicale. Ça n'est pas tellement dû à l'agriculture. En fait, les émissions d'origine agricole ont continué à progresser. On peut regarder ici la part qui est due à l'élevage, en particulier avec les émissions entériques qui sont en orange, avec d'autres émissions qui proviennent de la gestion des effluents d'élevage dans cette couleur. Et vous avez finalement une part qui n'est difficile à quantifier sur la diapositive, qui vient des cultures utilisées par l'élevage. Donc en fait, l'élevage est tout de même un facteur très important dans ce secteur agricole. Diapo suivante. Alors la bonne nouvelle en termes d'efficience, lorsque l'on retrace, comme l'a fait la FAO, les émissions par unité de produit, prenons le cas de la viande rouge, eh bien, on était dans les années 60 à une estimation d'environ 7 kg et plus de CO2 équivalent par unité de produit. Et en fait, on a un petit peu baissé. On est aujourd'hui à 5,5. Donc, si vous voulez, sans que ce soit spectaculaire, il y a eu une certaine réduction des émissions de CO2 par unité de viande rouge. Maintenant, ce qui est très important, c'est de constater qu'il y a eu aussi un changement dans l'équilibre de consommation. On est passé de la viande rouge beaucoup plus au porc et à la volaille qui ont des niveaux d'émissions plus faibles par unité de produit. Alors évidemment, lorsque l'on dit ça, il faut aussi regarder la partie amont de l'alimentation, puisqu'on sait que porc et volaille sont beaucoup plus en concurrence pour les grains, ce qui pose d'autres problèmes.
Alors, il y a une animation, merci, je crois qu'il vaut mieux la passer entièrement. On a des possibilités de réduction des gaz à effet de serre dans l'ensemble des domaines, sur les élevages, sur les cultures, avec des systèmes intégrés qui font intervenir l'agroforesterie, la forêt. On peut avoir des solutions d'usage de bioénergie et on peut aussi réduire les émissions qui sont associées aux pertes au gaspillage. Et on peut changer les régimes alimentaires si on veut avoir moins d'émissions. Donc ça, c'est les options au plan théorique. Regardons maintenant les chiffres en pratique. Vous voyez, on ne va pas parler aujourd'hui de la forêt, un potentiel très important pour l'agriculture dans son ensemble, jusqu'à 11 gigatonnes de CO2 équivalent par an qui pourraient être réduites au plan de la production. Alors ce potentiel, vous allez le trouver singulièrement dans la restauration des sols dégradés. Si on arrive à restocker du carbone dans la matière organique des sols, qu'il s'agisse des prairies, qu'il s'agisse des cultures, eh bien on a là un potentiel important. Vous allez trouver également un potentiel du côté de la réduction des émissions liées à la fermentation entérique. C'est ici tout de même beaucoup plus faible, et un potentiel aussi dans la gestion des cultures qui est important. Voilà, donc ce que je voulais souligner ici, si on peut revenir en arrière, c'est qu'il y a bien ce potentiel avec une très forte incertitude liée aux pertes et gaspillages alimentaires et au changement d'alimentation. On va y revenir après parce que autant en matière de production, on peut sans doute préconiser des pratiques différentes, autant en matière d'alimentation, il est tout de même assez difficile de préconiser des changements de régime alimentaire. Je crois que ça sera dans le débat. Diapo suivante. Alors, une des solutions qui est évoquée particulièrement en France, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, et pourquoi pas intelligente face au climat. Et si vous voulez, lorsque l'on commence à regarder l'insertion des activités agricoles dans des écosystèmes, on se rend compte qu'il y a des possibilités. Sur cette diapositive, vous avez des exemples dans les tropiques humides, en Amérique centrale, avec des essais de réhabilitation de terres dégradées, qui sont franchement assez spectaculaires au bout de quelques dizaines d'années, puisqu'on a utilisé des arbres, on a utilisé des semis de graminées et de légumineuses, et on a réussi finalement à reconstituer des paysages avec des stocks de carbone importants à la fois dans la biomasse et dans les sols, et avec des méthodes de pâturage qui finalement sont productives. Donc on a trouvé un compromis agriculture-environnement assez intéressant. Diapo suivante. L'agroécologie, ça c'est un exposé qu'on avait fait lors d'un séminaire à la FAO, c'est pour l'élevage, reconsidérer une gestion intégrée de la santé animale, avoir un recouplage des grands cycles, carbone, azote et phosphore, souvent en intégrant agriculture et élevage, avoir une résilience accrue en utilisant mieux la biodiversité dans les exploitations d'élevage, et puis avoir, dans la mesure du possible, une réduction des intrants pour la production animale. Diapo suivante. Alors je reviens rapidement sur la question des sols, puisque ça a été évoqué. On estime qu'ils contiennent environ 3 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Bon, on pourrait discuter exactement le chiffre, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, si vous voulez, la reconstitution du stock de matière organique dans les sols est un facteur important. Et vous avez ici le bilan pour l'agriculture européenne, qui vous montre tout d'abord les émissions connues dans les inventaires de protoxyde d'azote, de méthane, la combustion des énergies fossiles en agriculture. Ensuite, le rôle pour le bilan de carbone des sols, du drainage des tourbières. On perd beaucoup de carbone dans ces tourbières drainées. Les sols cultivés, on estime qu'en moyenne, on perd du carbone en Europe. Et par contre, les prairies, on a un stockage dans les estimations qu'on a pu faire. Donc, si vous voulez, il y a là une possibilité sur laquelle on peut insister, disons, de contribuer à la lutte contre l'effet de serre, y compris en élevage, grâce à la gestion des prairies. Diapo suivante. Un exemple qui nous vient du Portugal, que je trouve significatif, un projet du Fonds carbone portugais qui a consisté à semer sur des sols dégradés de prairies des mélanges riches en espèces graminées légumineuses, d'apporter une fertilisation avec du phosphore. On a pu ainsi restaurer, disons, la fertilité de ces sols, restocker du carbone, et à l'arrivée, on arrive à un stockage de carbone estimé à environ 1 million de tonnes de carbone depuis 2009. Diapo suivante. Néanmoins, ne croyez pas que ce soit, disons, la solution qui va tout résoudre. Par exemple, les stocks de carbone dans les sols ne sont pas permanents. Ils sont vulnérables avec des accidents climatiques comme des sécheresses, dont nous savons que dans une partie de l'Europe, elles vont augmenter d'ici à la fin du siècle. Donc, c'est sans doute une solution pour freiner l'effet de serre rapidement. Ça n'est sans doute pas du tout la solution suffisante. Il faudra bien sûr d'autres actions, y compris en agriculture. Donc, nous avons précisément à l'INRA, à la demande des ministères et avec l'aide de l'ADEME, estimé 10 mesures qui permettent de réduire les gaz à effet de serre de l'agriculture française. Je n'ai pas le temps de tout détailler, bien sûr, mais vous voyez qu'il y a des choses qui touchent la ration des animaux, qui touchent la valorisation des effluents d'élevage, et puis le stockage de carbone, dont j'ai déjà parlé,
et aussi la réduction des apports de fertilisants minéraux azotés et l'utilisation des légumineuses en substitution des engrais minéraux azotés. Diapo suivante. Donc voilà le potentiel qui a été chiffré dans cette étude, qui est un potentiel technique sur l'axe horizontal. Plus de 30 millions de tonnes de CO2 équivalent qui, en théorie, pourraient être économisées dans l'agriculture française en déployant les mesures qui ont été chiffrées par les experts. Et disons que ce qui est frappant, c'est que dans le chiffrage qui a été fait, une partie de ces mesures pourrait entraîner un bénéfice pour les agriculteurs s'ils parvenaient à les mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici, dans la partie gauche du graphe, des mesures d'économie d'énergie, d'économie d'engrais. Mais bien sûr, rien n'est très simple. Les agriculteurs, d'une part, ont besoin d'informations, de formation. D'autre part, ils peuvent avoir une aversion à un risque qu'ils perçoivent lorsqu'ils réduisent les engrais azotés, parce qu'ils peuvent se dire qu'ils vont avoir moins de production s'ils mettent moins d'engrais. Donc il faut les accompagner dans cette démarche. Et puis vous voyez qu'il y a un autre segment dans lequel on a un potentiel avec un coût économique faible, compte tenu des subventions qui sont accordées, donc en particulier pour la méthanisation. Et enfin, un dernier segment qui est en fait plus coûteux, donc qui probablement se mettra en place plus difficilement, qui comprend par exemple les haies ou bien les changements de ration dans l'alimentation animale, qui sont tout de même assez coûteux au stade actuel. Diapo suivante. Si j'ai encore quelques minutes, je vais vous parler donc des questions de nutrition, pour vous parler de l'étude Dualine qui a été faite par l'INRA. En effet, on peut s'interroger, existe-t-il aujourd'hui parmi nos concitoyens des mangeurs qui auraient une consommation plus élevée de produits végétaux par rapport à des produits animaux? Et si c'est le cas, pouvons-nous chiffrer l'empreinte carbone de ces régimes alimentaires contrastés? Alors ça a été fait. Et vous voyez qu'on a ici des catégories qui ont été faites par les nutritionnistes qui disent qu'en gros, manger beaucoup de produits sucrés et peu de fruits et légumes, c'est pas bien, et que manger beaucoup de fruits et légumes, etc., c'est mieux. Et donc, ils appellent ça des mangeurs adéquats. Alors, voyons ce qu'il en est dans l'empreinte CO2 de ces différents mangeurs. Eh bien, de manière surprenante, ce n'est vraiment pas le résultat auquel on s'attendait. Vous voyez que les femmes sont vertueuses, et pas les hommes. Ça, c'est une conclusion importante tout de même. C'est-à-dire que les émissions de CO2 du régime alimentaire sont plus faibles chez les femmes de ces cohortes étudiées que chez les hommes. Mais par contre, il n'y a pas d'effet réellement significatif entre les différents régimes alimentaires dans les conditions actuelles de la consommation en France, et compte tenu du fait que les produits frais qui sont consommés, fruits et légumes, nécessitent souvent du transport, de l'emballage, du conditionnement, qui font qu'en fait l'empreinte CO2 n'est pas si faible. Donc voilà, c'est ce que l'on peut vous dire aujourd'hui. Il faut très probablement continuer le débat. Et pour poursuivre, je voudrais vous dire que nous étudions par la modélisation ce qui peut se passer pour le secteur de l'élevage au niveau mondial. Dans un scénario tendanciel, on aurait une forte augmentation de la production, on aurait des prix plus élevés, notamment pour la viande. Et dans ce cas-là, ça s'accompagnerait d'une augmentation de la déforestation et d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, puisque si vous voulez, avec des prix plus élevés, une augmentation de production, en fait, les surfaces utilisées par l'élevage se propageraient, si on peut dire, dans les biomes tropicaux et entraînant la déforestation. Et enfin, dernière diapo, eh bien, nous avons étudié des scénarios alternatifs. Dans ces scénarios, nous avons un monde plus environnemental. Dans ce monde plus environnemental, eh bien, de fait, il y a des technologies qui sont nettement développées pour la protection de l'environnement. Les consommateurs consomment moins de viande rouge. Et dans ce cas-là, effectivement, en accord un peu avec ce qu'on pouvait imaginer, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites. Et vous voyez qu'il y a aussi beaucoup moins de production, notamment de viande rouge, et il y a moins de déforestation. Je n'ai pas le temps de résumer toute l'étude, mais je peux vous dire que en fait, les effets du changement climatique dans ce contexte-là sont assez faibles sur les cheptels, tout simplement parce que si le changement climatique, dans les différents scénarios que nous étudions, a un effet négatif sur la production, comme les prix montent, eh bien la production progresse. Par contre, le changement climatique augmente les émissions de gaz à effet de serre. Donc il nous faut vraiment, et ce sera mes mots de conclusion, à la fois nous adapter pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui vont indirectement être induites par le changement climatique si nous ne nous adaptons pas, et aussi certainement réduire ces émissions de gaz à effet de serre par tout un panel de solutions sur l'ensemble des trois gaz, le méthane, le protoxyde d'azote et le stockage de carbone dans les sols. Je vous remercie.
merci pour l'invitation. Et je suis très heureux d'être ici pour essayer d'un peu débroussailler ces différents concepts. Ce n'est pas un travail facile. Et donc, le choix que j'ai fait, c'est de partir d'une réalité que je connais bien. C'est la réalité des systèmes laitiers spécialisés en région wallonne en Belgique. Donc, c'est des systèmes qui sont essentiellement centrés sur la production de lait. Et on peut faire marcher. Non, voilà. On va partir de là. Et puis après, en partant de cette réalité, voir quelles sont les trajectoires possibles. Ce qui nous permettra finalement de trier un peu entre ce que je vais appeler une écologisation faible et une écologisation forte. Voilà. Alors, dia suivante. Donc, c'est une thèse qui vient d'être défendue dans mon laboratoire, où on a étudié 487 exploitations qui sont des systèmes laitiers spécialisés. Et en fait, il y a 5 grands types qui sont détaillés à gauche. Ça va des systèmes où il y a des cultures et de l'élevage. Ceux-là, on ne va pas en parler trop. Et puis, il y a 2 systèmes basés sur les prairies, essentiellement des prairies, et 2 systèmes où on intègre le maïs et il y a moins de prairies. Donc, des systèmes qui sont plus intensifs. Les systèmes maïs étant ceux où il y a aussi le plus d'animaux par exploitation. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'étude, mais je vais simplement croiser 2 indicateurs. Un indicateur qui est la dépense énergétique par hectare, qui est quelque part corrélé avec d'autres indicateurs comme l'azote et d'autres indicateurs qui indiquent un impact environnemental fort. Donc, plus on consomme d'énergie, plus on a un impact environnemental. Et d'autre part, le revenu par travailleur, qui est quand même un point clé quand on est dans une exploitation agricole. Et pourquoi je fais ça? Parce que ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur la façon dont les différents points se distribuent sur cette échelle. Et sur la dia suivante, on va voir qu'en fait, pour une différence de revenu finalement minime de 15%, on peut avoir une différence entre des catégories basées plutôt sur le maïs et des catégories basées sur les prairies qui sont de l'ordre de 90% en termes d'impact énergétique. Et donc, ça montre qu'il y a dans les systèmes existants aujourd'hui en Belgique une marge de manœuvre et qu'il y a des systèmes qui, quelque part, ne sont pas très différents en termes de revenus, mais qui sont très différents en termes d'impact sur l'environnement. Alors on pourrait dire, oui, mais si on ramène ça en litres de lait, en litres de lait, en impact énergétique par litre de lait, la différence entre les 2 systèmes est de moins de 10%. Donc l'indicateur ne change pas le classement que je suis en train de vous présenter ici. Et donc à la dia suivante, on peut voir aussi qu'à l'intérieur de chacune des catégories dont je vous parle, il y a une diversité d'exploitation. Ce que je vous montre, c'est la moyenne par catégorie. Maintenant, si on ouvre cette moyenne et qu'on regarde toutes les exploitations, ici, ce sont les exploitations avec une importante production de maïs. On voit qu'il y a là-dedans des gens qui sont très polluants et qui ne gagnent pas bien leur vie, et d'autres qui sont relativement vertueux en termes énergétiques et qui gagnent très bien leur vie. Et donc, à l'intérieur même d'une catégorie, il y a encore une diversité entre exploitations. C'est des choses que vous savez, mais c'est important parce que dans les débats comme ceux-ci, on a une tendance pédagogique à binariser, alors qu'en fait, c'est dans la diversité de l'existant qu'on peut trouver sans doute des pistes pour le futur. En tous les cas, c'est mon analyse, après avoir étudié différents systèmes en Europe et en Afrique. Donc après, la question qui se pose, c'est quelles sont les trajectoires possibles? Pour les systèmes basés sur les maïs, qui sont les systèmes les plus intensifs, sans doute diminuer l'impact environnemental. Pour les systèmes qui sont basés sur la prairie, qui est en impact environnemental moindre, ceux-là, ils peuvent encore un petit peu progresser en termes d'efficacité économique et un petit peu en termes d'efficacité environnementale, mais ils sont déjà bien situés. Et donc, si je généralise cette idée en m'inspirant des travaux de Michel Duru, qui travaille à l'unité Agir de l'INRA à Toulouse, on va dire qu'on part d'un modèle d'agriculture conventionnelle, et là je rentre dans quelque chose de plus binaire, mais d'agriculture conventionnelle qui pour le moment est assez coûteuse en intrants de synthèse et en énergie, et on va essayer d'arriver à une écologisation de cette agriculture. On peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler agroécologie, on peut l'appeler écologisation. Pour moi, ça a peu d'importance. Ce qui est important, par contre, c'est de voir qu'il y a une trajectoire qui est plutôt une trajectoire adaptative, où on garde le système comme il est, et on essaye de diminuer son impact environnemental. C'est ce qu'on appelle la trajectoire basée sur les gains d'efficacité. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est essayer, comme l'a montré Jean-François Soussana, on va essayer de diminuer l'impact par unité de produit, et c'est vraiment un travail sur l'efficacité. Mais si on veut aller plus loin en termes d'écologisation et sans doute rencontrer les enjeux du futur qui sont sans doute plus durs que ce qu'on imagine, on peut procéder à 2 autres types de mouvements. D'une part, ce qu'on appelle la substitution d'intrants, remplacer les intrants chimiques, les intrants de synthèse par des intrants organiques, c'est la première chose.
remplacer aussi les imports d'aliments concentrés par une meilleure valorisation de la prairie, si on parle d'élevage. Et puis, valoriser les services écosystémiques. Et donc là, vraiment, revoir complètement le système pour asseoir le système sur la nature et non pas négocier un compromis entre le système et la nature. C'est ce qu'on appelle un travail sur les services écosystémiques. Et à ces conditions-là, on va arriver à une écologisation qu'on appelle forte. Alors, dia suivante. En fait, Michel résume ça en disant, dans l'agriculture conventionnelle, au XXe siècle, notre but, c'était simplement de produire. Il y a une trajectoire qui s'appelle l'écologisation faible, qui continue à produire en limitant les impacts négatifs. Et puis l'autre trajectoire, on va plutôt construire sa production sur une promotion des services écosystémiques. Et là, on retrouve à ce moment-là les idées que Jean-François a développées auparavant, que dans cette deuxième situation, on n'est pas dans une situation de contrainte pour l'agriculteur, on est dans une situation gagnant-gagnant, puisque à ce moment-là, les services écosystémiques permettent de produire à moindre coût. Et donc, la clé qui est utilisée, c'est qu'on passe d'une logique d'efficience à une logique de substitution et une logique de reconfiguration. Et si je prends quelques exemples, un gain d'efficacité, on peut y arriver par un meilleur calcul de ration, par une fertilisation raisonnée, par la diminution de l'usage des antibiotiques, par exemple. Là, on est dans la logique des gains d'efficacité. Substitution, remplacer des concentrés par des herbages, remplacer les engrais synthétiques par l'engrais organique, remplacer les antibiotiques par l'homéopathie. Vous entrez dans le monde du passage du conventionnel à l'agriculture biologique. La reconfiguration, c'est la conversion du système. Conversion d'un système entier au bio, ou par exemple le retour à des systèmes polyculture-élevage. Ce sont juste quelques exemples. Il y a notamment les travaux de Dumont qui ont déjà été cités, qui reprennent beaucoup plus d'exemples sur ces trajectoires. Bon, il y a une grande complexité derrière ça. Il y a notamment la dimension santé. Sans doute Olivier l'évoquera. S'il ne le fait pas, on l'évoquera pendant le débat. Mais bien sûr, le choix, par exemple, de l'herbe par rapport au concentré a aussi des impacts sur la qualité des produits et sur la santé des consommateurs. Mais je n'ai pas le temps d'entrer aujourd'hui dans ce moment, dans cet aspect-là. Alors, on a vu les trajectoires. Maintenant, si on monte à une autre échelle, un argument qui est souvent avancé, tout ça c'est très bien à l'échelle de l'exploitation, est-ce que ça peut fonctionner à des échelles planétaires ou à des échelles nationales? Alors je vous ai simplement pris 2 dias comme exemple. La première dia, c'est un travail qui a été fait par Gilles Billen, qui est un compatriote mais expatrié en France, sauf erreur, et qui a travaillé au départ d'une idée d'étudiant sur une simulation des consommations de protéines pour un monde plus équitable. Et en fait, il propose qu'on diminue la quantité de consommation de protéines par habitant et par jour, ce qui est en accord avec les normes OMS, et qu'on diminue la part des produits animaux dans cette consommation de protéines. Et quand on fait tourner ces simulations-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 2 modèles en compétition. Un modèle où on produit le plus dans les régions les plus favorables, et un modèle où on améliore un petit peu la situation, mais en restant avec des agricultures locales. Et en fait, dans ces simulations, en termes d'efficacité, c'est le modèle basé sur une relocalisation des agricultures avec une intensification modérée qui donne le mieux. Je vais vous montrer ça sur le graphique suivant. En fait, vous avez ici un système où on vise l'autosuffisance régionale et ici un système où on vise une efficacité maximum, quitte à avoir des fortes inégalités régionales. Le scénario actuel, il est là. Donc en fait, dia suivante, on se trouve avec de nouveau un choix de trajectoire, soit d'amplifier un scénario actuel et d'arriver ici, soit de faire un chemin finalement plus court qui consiste à directement choisir des scénarios plus parcimonieux. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, certains d'entre vous doivent le connaître, c'est celui qui a été porté par Solagro qui s'appelle After 2050 et qui consiste à faire une simulation au niveau de la France où ils se sont mis comme contrainte d'avoir 50% de la production en agriculture biologique. Et pour arriver à ce résultat, ce qu'ils proposent, c'est une diminution de la part des produits animaux dans la ration humaine et au profit d'une augmentation des protéines végétales. Et ils ont montré, en faisant une simulation flux physique, c'est-à-dire en simulant l'évolution des consommations et l'évolution de l'utilisation de l'espace pour l'agriculture jusqu'en 2050, qu'il y avait moyen, techniquement, d'arriver à ce résultat au niveau national en France. Ils sont en train maintenant de développer une série de simulations à des échelles régionales. Il y a pour le moment 3 régions qui sont en train d'affiner ce scénario à des échelles régionales. Voilà. Alors,
pour terminer, donc, quand je vous parlais d'un schéma agriculture conventionnelle, écologisation faible, écologisation forte, il faut repartir de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les exploitations sont aujourd'hui distribuées autour de ce schéma. Certaines sont très proches de la situation d'écologisation forte, les systèmes bio. D'autres sont assez proches d'une écologisation faible, les systèmes intensifs qui ont amélioré leur performance environnementale. Et donc, ce n'est pas simplement dire c'est un grand paquebot qui va aller là ou là, c'est la trajectoire de chacune des exploitations par rapport à ces modèles qui est importante. Et donc, dia suivante, le problème qu'on a aujourd'hui et que j'aurais voulu développer, mais l'agenda n'était pas celui-là aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces deux modèles ne sont pas portés avec les mêmes équipes. Il y en a un qui ressemble quand même beaucoup plus à Barcelone et l'autre qui ressemble un peu plus à Guingamp, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le problème, j'aime mieux Guingamp, vous avez compris, le problème, c'est que ce modèle d'écologisation faible est assez attractif parce qu'il résonne avec des concepts comme compétitivité, il est dans une logique d'adaptation du modèle existant, il demande plutôt de l'efficience que de la reconfiguration, et donc il y a une série d'éléments qui font que ce modèle est favorisé. Il y a aussi des verrouillages cognitifs où, dans le monde agricole et dans le monde en aval de l'agriculture et en amont de l'agriculture, on est quand même toujours très fort avec des critères de production plutôt que des critères d'efficacité environnementale, ce qui attire vers ce modèle-là. Le modèle d'écologisation forte, où on fait un vrai pari sur la mise en valeur de la biodiversité pour assurer la production agricole, souffre donc d'une série de verrouillages que j'ai symbolisés par ces barbelés. Et donc, s'il n'y a pas une volonté publique, une volonté des citoyens et des consommateurs pour porter ce modèle par rapport à celui-là, automatiquement, la plupart des exploitations qui existent aujourd'hui iront vers un modèle d'écologisation faible, qui est un progrès, mais qui risque de s'avérer un cul-de-sac sur le long terme, parce que si le progrès est insuffisant, de ce point-là, pour retomber à l'autre, on va avoir du mal, de mon point de vue. Et donc, en conclusion, je dirais qu'il existe aujourd'hui, il faut en être conscient, une diversité de modèles agricoles, et pas deux modèles, comme souvent on est malheureusement contraint à le dire dans les débats. Ils n'ont pas tous la même trajectoire et les mêmes besoins en connaissances et en politique publique. Et des scénarios existent qui maintiennent une production de viande avec des critères de durabilité. Ils existent déjà dans les modèles actuels. Il faut en être conscient. L'écologisation fait, pour moi, n'est qu'une étape, car les exigences de la transition sont fortes. On a vu dans l'exposé de Jean-François le concept de découplage, c'est-à-dire d'essayer de produire en ayant moins d'impact sur l'environnement. Le problème, c'est qu'on fait des progrès en termes de découplage relatif, mais en termes de découplage absolu, comme ça a été montré, ça continue à progresser. L'impact global de l'agriculture sur le climat continue à progresser. Donc, probablement qu'il faudra aller vers une écologisation plus forte qui, aujourd'hui, se heurte à des verrouillages. Voilà, c'était un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci Léopoldine pour cette introduction et je ferai de mon mieux pour être aussi court que possible. Mais la transition n'est pas mauvaise entre les exposés qui viennent d'être faits, les magnifiques exposés de Philippe Limbery, Jean-François Soussana et Philippe Barret, et je dirais les questions plus politiques qui se posent aux politiques. Longtemps, on a pu penser que les choses allaient bien. Et si l'on voit l'évolution au cours des 50 dernières années, on a une population qui a continué de croître à un rythme de moins en moins fort, mais néanmoins soutenu, mais une productivité agricole qui a augmenté encore bien plus rapidement, de manière telle que la disponibilité de nourriture par habitant n'a cessé d'augmenter au cours des 50 dernières années à travers les approches qui ont été soutenues par les politiques publiques que vous connaissez, y compris dans l'Union européenne, la politique agricole commune. Et pour les politiques, c'est un succès. Les volumes augmentent, les prix baissent, les variations conjoncturelles ne doivent pas masquer ce fait structurel dominant au cours du siècle passé, et y compris au cours des 50 dernières années. Et au fond, on peut avoir l'impression d'un succès.
Aujourd'hui, cependant, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour interroger le bilan qui peut être fait des manières que nous avons eues de produire et de consommer au cours du siècle écoulé. Et au sein des Nations Unies, un débat enfin est lancé sur non seulement la production durable, mais aussi sur la consommation durable, mettant l'accent pour la première fois de manière très visible sur la responsabilité de nos modes de consommation sur les problèmes liés à l'agriculture telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent. Problème de pauvreté d'abord, il faut une manière de produire et de consommer qui augmente les revenus des producteurs et des travailleurs dans les systèmes alimentaires. Problème aussi lié à la santé, il faut une production agroalimentaire et des modes de consommation qui améliorent le bien-être des personnes et leur santé, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Problème enfin, et c'est ceci naturellement sur quoi l'on va mettre l'accent, lié à l'impact sur l'environnement de nos modes de production et de consommation. Alors on pourrait être pessimiste à regarder la manière dont nos modes de consommation se développent. Ceci est ce que cette famille de Caroline du Nord mange tout au cours d'une semaine, et c'est vers ces régimes-là, composés d'aliments transformés, empaquetés, ayant voyagé sur de longues distances, conservés dans des chaînes de froid qui utilisent énormément d'énergie, c'est vers ces régimes-là que nous orientons, que même en France, l'on tente à s'orienter, parce que ce sont des régimes qui sont très adaptés au mode de vie pressé que nous avons développé. Mais une révolution se prépare, la révolution de la consommation durable, qui, je crois, peut reposer sur deux piliers. D'abord, cette révolution se prépare parce que des alliances inédites nouvelles sont en train de se nouer entre ONG de défense de l'environnement, ONG de coopération au développement, spécialistes de santé publique, politiques soucieux de réduire l'impact sur les finances publiques de l'explosion du coût de traitement de diabète, de type 2, de cancer, de maladies cardiovasculaires. Ce sont des alliances nouvelles qui sont en train de se développer parce que les inquiétudes des uns et des autres se rejoignent tant la crise traverse ces différents domaines que j'ai rapidement évoqués. Et vous aurez apprécié le graphisme de cet artiste qui a voulu symboliser le slogan « We are what we eat », nous sommes ce que nous mangeons. Alors, la consommation alimentaire durable, c'est au fond, selon moi, une consommation qui repose sur trois axes. Je n'en développerai qu'un seul. D'abord, et cela me paraît important à rappeler, bien que Philippe Barret et d'autres l'ont déjà souligné, cela repose sur une relocalisation des systèmes agroalimentaires. Une relocalisation, c'est quoi? C'est d'abord un besoin moindre de transformation des aliments, puisque très souvent la transformation des aliments est liée au souci d'augmenter leur durée de vie et leur transportabilité sur des longues distances. C'est aussi moins d'énergie dans le transport, dans l'empaquetage, et c'est augmenter les chances pour les petits producteurs, les fermes familiales, qui peuvent avoir un meilleur accès au marché si ces marchés sont plus relocalisés. Deuxième axe, c'est une utilisation plus efficiente des ressources. Philippe Limbery a eu raison de souligner l'impact des inefficiences, des pertes dans les systèmes alimentaires. Guillaume Garot vient de remettre un rapport au gouvernement français sur cette question précise. Et dans la slide qui suit, vous allez voir que Philippe Limbery a raison de dire que nous avons de quoi nourrir pratiquement 2 fois la population mondiale. L'on produit en produits agricoles, en matière agricole brute, l'équivalent de 4600 kilocalories par jour et par personne, 2 fois plus que ce dont nous avons besoin pour nous alimenter. Mais il y a des pertes au niveau des récoltes, il y a une quantité considérable, notamment de maïs et de soja, qui sont convertis en fourrage pour les animaux avec une inefficience considérable qui en résulte, et nous avons des pertes au niveau de la distribution et des ménages. Là, on est allé un peu plus vite dans les slides, mais ce n'est pas grave, ça nous fait gagner du temps, on peut descendre encore d'une slide. Voilà. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de développer tout ça et de vous assommer de chiffres. Et je voudrais en venir au troisième point, qui concerne l'alimentation moins riche en protéines animales vers laquelle nous devons aller pour
aller vers cette consommation alimentaire durable. Malheureusement, l'évolution n'est pas celle que l'on pourrait souhaiter. Si l'on regarde l'Union européenne, certes, il y a quelques avancées intéressantes, on peut passer en dessous, et ceci a été rappelé par Jean-François Soussana. On a des régimes alimentaires dans l'Union européenne, ceci porte sur la période 2009-2013, qui peu à peu vont davantage vers les viandes blanches, la volaille, et qui réduisent la consommation de viande bovine. C'est une évolution qui est significative au cours des années récentes, mais ces progrès légers que l'on fait dans nos régions sont largement réduits à néant par les évolutions au niveau mondial. Vous voyez la dia suivante, qui, par exemple, pour la consommation bovine, montre, et ce sont les troisième et quatrième lignes, ici pour les bovins qui sont au-dessus, montrent l'augmentation considérable sur 20 ans, entre 1992 et 2012, de la consommation de viande bovine dans les pays en développement. Notre réduction dans les pays riches, ce sont les deux premières lignes, se réduit peu à peu de consommation de viande bovine, mais ceci est largement compensé par l'augmentation de la consommation de viande dans les pays émergents. On pourrait en dire autant pour les autres sources de protéines animales. Au total, et on peut descendre, les écarts entre régions demeurent très considérables, avec des records qui sont détenus par des pays comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où on consomme près de 120 kg de viande par personne et par an. On est à peu près à 95 dans un pays comme la France. Mais pour beaucoup de l'Afrique subsaharienne, c'est autour de 10, 12, 15 kg. 4 kg de viande par personne et par an pour l'Inde, et aujourd'hui environ 63-64 kg de viande par personne et par an pour la Chine. Ce qu'on constate, c'est que dans l'ensemble des régions, et sauf dans les pays où on a des obstacles culturels ou religieux à la consommation de viande, l'augmentation de la consommation de viande suit très étroitement l'augmentation des revenus et l'urbanisation également de la population. Or, ceci est une source d'inquiétude pour une série de raisons que je vais me permettre de rappeler avant de conclure. D'abord parce que l'élevage industriel nécessaire à satisfaire ce besoin de viande cause des dommages environnementaux considérables. On a déjà évoqué les effluents d'azote dans beaucoup de régions du monde. Cette carte que l'on doit à Friends of the Earth Europe, qui ont travaillé avec la fondation Heinrich Böll, montre les régions qui sont les plus impactées par ces phénomènes en raison de l'élevage industriel. Ce sont les régions qui sont en bleu sur votre carte. L'élevage industriel consomme des quantités considérables d'eau, ce que montre le graphique suivant. La France se situe, et je suis désolé, ce n'est pas une très bonne définition ici de la dia, se situe ici au milieu de cet échantillon de pays et montre que l'on consomme environ en France 1400 mètres cubes d'eau par personne et par an pour satisfaire sa consommation de viande, nettement au-dessus de la moyenne mondiale, qui est de 1100 à peu près, bien que ceci demeure très en deçà des niveaux de consommation d'eau pour satisfaire la consommation de viande qu'on a aux États-Unis, par exemple, où c'est plus de 2000 mètres cubes par personne et par an. Ceci est évidemment une source d'inquiétude dans un monde où le stress hydrique menace. Beaucoup de régions du monde, à l'horizon 2020-2030, vont être de plus en plus en difficulté, n'étant pas en mesure de satisfaire les besoins d'eau douce des populations. L'on a aussi, et ce phénomène a été évoqué également par Philippe Limbery, une extraordinaire pression sur les terres. Et comme rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, j'ai beaucoup travaillé sur l'accaparement de terres. Une des sources principales, c'est la pression de plus en plus forte sur les terres agricoles pour développer les pâturages, pour développer des champs de soja ou de maïs pour satisfaire notre besoin de consommation de viande dans les pays riches. Nous utilisons par exemple à peu près 12 millions d'hectares de terre
en Argentine et au Brésil pour satisfaire notre besoin de soja pour nourrir le bétail dans l'Union européenne, et c'est une des sources principales de déforestation. On a récemment vu des chiffres publiés par la Commission européenne qui montrent que sur 18 ans, entre 1990 et 2008, notre consommation dans l'Union européenne a été responsable de 7,4 millions d'hectares de forêts détruites, et ceci notamment pour la culture de soja, pour satisfaire les besoins des consommateurs de l'Union européenne, de manière telle que changer de régime alimentaire peut avoir un impact extrêmement important sur la réduction de notre impact sur la déforestation. Cette étude publiée il y a 2 ans maintenant compare les différents régimes alimentaires et leur impact sur la déforestation. Si tout le monde passait au régime alimentaire autrichien à l'horizon 2020 ou 2030, vous voyez qu'on utiliserait, ou plutôt on contribuerait à la déforestation de 14-15 millions d'hectares de forêts supplémentaires. Si par contre, dans l'Union européenne, on devenait végétarien, eh bien, l'on réduirait la déforestation par rapport à un scénario de business as usual de plus de 50 millions d'hectares. C'est donc extrêmement considérable. Alors, je terminerai en disant que dans les cercles politiques, l'on examine aujourd'hui 4 principales mesures qui sont peut-être des réformes auxquelles il faut penser. D'abord, il faut aller vers une prise en compte réelle des coûts de l'élevage industriel. Pardonnez la grossière faute d'orthographe que vous avez sous les yeux. Il faut que les taxes, les subsides, les tarifs à l'importation prennent en compte ces impacts sur l'environnement, sur la santé publique, que la production de viande industrielle a, et ceci n'est absolument pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, les prix mentent, le prix de la viande est artificiellement bas pour les consommateurs, et ce que le consommateur ne paye pas à la caisse du supermarché, évidemment, c'est le contribuable qui va payer pour restaurer les écosystèmes, pour payer l'augmentation des coûts de soins de santé et pour compenser les dommages que cause de manière générale l'élevage industriel. Donc je pense que c'est une première mesure vers laquelle l'on peut aller. Deuxième mesure, c'est aider le consommateur à faire des choix davantage éclairés. C'est vrai que l'information est de plus en plus disponible, mais quand on achète de la viande, on ne sait pas en général comment cette viande a été produite, d'où elle vient, par quel circuit elle est passée. Et il est extrêmement difficile, même pour les consommateurs conscientisés et informés, de faire des choix qui sont par conséquent des choix responsables. Troisième piste, c'est évidemment de dépendre moins de l'importation de protéines végétales de l'extérieur et de développer une plus grande autosuffisance en Europe, même si cette troisième piste paraît contestable à certains égards, notamment parce que ça peut encourager le développement de monocultures supplémentaires en Europe, ce qui est peut-être problématique à bien des égards. Mais pour l'instant, soyons conscients de l'impact de nos modes de consommation sur la pression sur les terres dans l'ensemble des pays en développement. Et puis, quatrièmement, et j'y crois pour ma part, je crois qu'il faut vraiment travailler à la consommation et à réduire la consommation de viande, qui, dans l'Union européenne, en moyenne, est sans doute de 70% plus élevée que ce que les nutritionnistes recommandent. En d'autres mots, l'on pourrait diviser par 3 notre consommation de viande, l'on s'en porterait mieux et naturellement, l'empreinte écologique de nos comportements alimentaires s'en trouverait largement réduite. Ceci peut être fait par des campagnes d'information vers les consommateurs, par la constitution d'alliances, notamment avec les acteurs du domaine de la santé publique, pour faire pression sur les politiques, et je crois aussi par des cours de cuisine végétarienne. Beaucoup de gens ne savent pas comment se passer de viande dans leur alimentation, parce qu'ils pensent d'abord que la viande est irremplaçable par les micronutriments qu'elle offre, ce qui est largement erroné, à l'exception peut-être de la vitamine B12, mais aussi parce qu'on ne sait pas préparer des repas qui sont faits notamment de protéines
végétale. Et je pense que c'est aussi par ce genre de mesures, à l'échelle micro si vous voulez, que passe la révolution qui nous attend. Merci. Bon, alors, étant la dernière, vous imaginez bien que tout ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu. Alors, je veux dire qu'au-delà du changement des pratiques agricoles qui sont nécessaires et qui ont déjà été évoquées, je concentrerai d'abord mon propos sur le volet du changement des pratiques alimentaires. Parce qu'effectivement, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, il s'agit du changement de comportement de consommateurs, mais aussi de celui des responsables politiques et des acteurs des filières. Leur regard sur la politique alimentaire est non plus agricole et fondamental. Entre la production et la transformation, le transport et la consommation de l'alimentation contribuent à 30% des gaz à effet de serre, ça a été dit précédemment. Lorsque nous parlons de la lutte du dérèglement climatique, la question de l'alimentation est centrale. D'abord, elle est constitutive pour les humains que nous sommes et elle est décisive dans la contribution. Les marges de progrès donc, existent, elles doivent être accompagnées. La COP 21 ou l'Expo universelle de Milan pourront très certainement être des moments privilégiés pour en parler. La loi agricole dite d'avenir, d'ailleurs, pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a été adoptée l'année dernière, a fixé un cap à 50% des agriculteurs français vers l'agroécologie d'ici 2025. Donc, l'agroécologie nous a été exposée tout à l'heure, mais au-delà de cet objectif tendanciel, qui ne sera de fait opérationnel que si des actes politiques forts l'accompagnent, je veux faire confiance aux acteurs locaux pour engager le mouvement de la transition écologique, profitable d'un point de vue économique, social, mais aussi sanitaire. Et je pense que ce sont, entre autres, ces leviers qui permettront d'aller vers des pratiques plus écologiques. Donc ce changement de régime alimentaire nous amène à des choix nouveaux, de réduire la consommation de viande, ça vient d'être dit par M. de Schutter, donc je n'y reviendrai pas, mais quand même de rappeler que les conséquences de l'alimentation animale, les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation qui a été largement développée tout à l'heure. On importe donc du soja brésilien, entre autres, mais outre-Atlantique, pour complémenter en protéines nos productions animales qui sont de type industriel, hors sol et à base de céréales. Les pollutions de l'eau, à cause de l'excès et de la concentration des déjections animales, mais aussi des intrants chimiques. Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l'INRA de Montpellier, distingue le véritable élevage, qui maintient une relation entre l'homme et l'animal, de ce qu'elle appelle les productions animales, qui considèrent finalement les animaux comme un minerai. D'ailleurs, cette expression est utilisée pour la viande, mais on peut penser que les animaux sont aussi considérés comme un minerai. Elle dit très clairement, pour moi, ce n'est pas l'élevage qui détruit la planète, ce sont les productions animales. Donc, en fait, il s'agit aussi de voir, de privilégier, de voir comment on s'approvisionne et donc privilégier les circuits courts, les produits frais de saison et issus de la polyculture. Donc, 50% quand même des flux de transport au niveau national, en France, concernent les marchandises alimentaires. Et l'ADEME confirme. L'ADEME travaille depuis très peu de temps sur ce volet alimentation. Calculons nos consommations énergétiques par notre alimentation. Et donc, néanmoins, le début de ce travail lui permet de dire qu'effectivement, les circuits courts sont moins émetteurs de gaz à effet de serre que les circuits longs, mais elle met en garde contre les derniers kilomètres qui sont faits par les consommateurs et qui peuvent saler la facture. Donc elle préconise le regroupement de l'offre via des magasins de producteurs, des coopératives, les plateformes, par des investissements en logistique et en ingénierie territoriale autour des bassins de vie.
De plus, l'agriculture locale permet de lutter contre les îlots de chaleur en ville, avec la promotion de l'agriculture urbaine, périurbaine, et un lien important entre métropole, ville-centre et bassin rural nourricier. Cela permet d'avoir un nouveau regard respectueux des terres agricoles et de terres classées agricoles. Ça permet de les voir non pas comme le reste, mais de voir ces terres à préserver. Il s'agit donc de favoriser les protéines végétales et pour la nourriture des animaux, on l'a vu tout à l'heure aussi, cela permet d'éviter la déforestation, consommer des produits bruts, contrairement aux produits préparés. Et on voit qu'au-delà des conséquences écologiques évidentes qui viennent de nous être exposées, il y a aussi un lien fort, un travail d'éducation, de pédagogie, de lien social qui permet finalement, à travers, ça a été dit, des cours de cuisine, mais aussi sur les marchés locaux, ces lieux où on se rencontre, d'aller vers une éducation aux conséquences climatiques. La lutte contre le gaspillage, la politique alimentaire entraîne une planification pour cesser le gaspillage alimentaire, donc 30% de ce qui est produit est jeté, et quand même produire, transformer, transporter toute forme d'aliments coûte des énergies fossiles et naturelles. Donc produire pour jeter, c'est donc doublement néfaste pour la planète, c'est consommateur d'énergie et producteur de gaz à effet de serre. Donc 80% aussi des emballages des ménages sert au conditionnement de l'alimentation. Leur fabrication, leur transport, mais aussi leur destruction amplifient ces phénomènes de pollution de l'air. Il faut donc accompagner cette transition écologique de notre alimentation. Donc il s'agit d'avoir des campagnes d'éducation, de sensibilisation par les associations. On voit que les associations, par exemple, de réinsertion, travaillent sur l'alimentation et la production. Et ce n'est pas tout à fait anodin. Le rapport Garot, dont vous avez parlé tout à l'heure, a été remis aujourd'hui au ministère de l'Agriculture et fera très certainement l'objet d'une proposition de loi qui, une fois n'est pas coutume, devrait être une proposition de loi portée par les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale. C'est ce que devrait produire le travail qui va suivre cette proposition de loi, tant il nous semble qu'il est aujourd'hui important de prendre ce problème à bras-le-corps et de le porter, nous députés, et ne pas attendre un projet de loi ministériel. Donc ça nécessite des soutiens politiques aux initiatives locales. On a des exemples nombreux par rapport à la relocalisation. On a eu des témoignages récents de la commune de Moinsartou, du maire de la commune de Moinsartou, donc qui est à une dizaine de kilomètres de Nice, je crois, qui a fait le choix de reprendre, de redonner à des terres, de requalifier des terres qui étaient dites constructibles en terres agricoles. Et je dis bien requalifier. D'acquérir de ce foncier, d'y installer un agriculteur ou des agriculteurs pour produire pour les restaurants collectifs de la commune. À 10 km de Nice, c'est quand même une démarche extrêmement intéressante parce que, vu le prix du foncier, la commune aurait peut-être pu spéculer autrement. Eh bien, très très vite, on se rend compte que cette démarche entraîne une réduction du gaspillage alimentaire, mais surtout aussi le fait que les ménages, de plus en plus, souhaitent manger bio. Donc ça crée des choses assez intéressantes. Donc, alors, c'est aussi ce qui nous a amenés, nous écologistes, à proposer dans la loi agricole, dans cette loi agricole, les projets alimentaires territoriaux qui n'étaient pas inscrits à l'origine dans cette loi, qui aujourd'hui sont inscrits dans la loi.
Alors, c'est quoi un projet alimentaire et territorial? C'est d'abord et avant tout se donner les moyens de faire un diagnostic de territoire pour évaluer notre capacité sur ce territoire à produire notre propre consommation et de définir quel est notre objectif de consommation locale. Ça peut aboutir, et ça aboutit très souvent à l'installation de maraîchage local et l'approvisionnement de restaurants collectifs. À ce propos, on peut saluer la publication du guide Restoco à destination des communes que le ministère de l'Agriculture a mis en place, a mis en ligne. C'est un premier pas pour jongler, clairement, avec les règles du marché public de proximité. Effectivement, un repas sur 7 aujourd'hui est pris hors foyer, donc ce n'est pas négligeable. Cela augmentera largement encore, certainement dans les années qui viennent. Donc manger local est un facteur d'égalité sociale et générateur de sens. Il faudra donc y mettre dans ces appels d'offres des critères de développement durable, mais surtout, il faudra mettre des animateurs alimentaires territoriaux. Il s'agit clairement de rompre la logique de filière pour aller vers une territorialisation de l'agriculture. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé au président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale de travailler à un rapport sur la relocalisation. Ce rapport vise à lever les freins observés. Alors qu'on soit clair, ça fait 3 mois que j'y travaille dessus. Les freins, ils sont de tous ordres. Ils sont psychologiques, mais ils sont aussi d'organisation, un manque de logistique évident sur les territoires, une destruction du tissu local qui, en milieu rural, la densité faible des agriculteurs aujourd'hui crée des difficultés pour cette relocalisation. Un problème de mise aux normes qui sont difficiles, il manque pas mal d'outils. Les petits abattoirs qui ont tous été fermés, aujourd'hui, feraient besoin pour cette relocalisation. Donc il y aura des leviers à actionner, les marchés publics, je l'ai dit, les règles sanitaires qui soient adoptées, des enveloppes d'accompagnement. Mais clairement, au fur et à mesure des auditions que nous menons avec cette mission parlementaire, on entend très clairement l'expression de consommateurs qui disent clairement que le produit unique, standard, mondialisé, non périssable et qui présente bien, qui est transportable depuis l'autre bout du monde, qu'on mange partout, mais qui est insipide et artificiel, les gens n'en veulent plus vraiment. Et donc, parce qu'il est synonyme de gain économique, de qualité, une demande de reconnaissance d'utilité publique de manger bio et local à la cantine commence à être exprimée. Donc, ce rapport soulignera 4 points sur lesquels travailler en priorité: la recherche et l'évolution de pratiques et la promotion de l'agroécologie, dont les circuits courts, l'agriculture biologique sont une composante centrale. Il est urgent de ne plus importer du pétrole pour gonfler nos denrées alimentaires d'intrants chimiques, azotés et pesticides, et d'aller vers une agriculture plus saine et biologique. La préservation des terres agricoles. Pour changer de pratique agricole, nous devons arrêter de manger du foncier, de gaspiller nos ressources naturelles. En bétonnant nos meilleures terres et pour les urbaniser, nous accroissons les phénomènes pollueurs climatiques. Une gestion dynamique des ressources forestières. Aujourd'hui, l'agroforesterie, par exemple, reste encore très méconnue et, comme l'agronomie ou les pratiques biologiques, pratiquement non enseignées. La lutte contre le gaspillage alimentaire passera, entre autres, par la mise en circuit court et une économie plus endogène. Les circuits courts ont donc un véritable potentiel en termes de lutte contre le changement climatique, en permettant une atténuation de ses effets, mais aussi en permettant une adaptation au changement, avec la culture de variétés et l'élevage de races locales ou plus rustiques, plus résistantes ou mieux adaptées. Les émissions totales de gaz à effet de serre par an en France s'élèvent en moyenne à 496 millions de tonnes. Un travail sur les pratiques agricoles intégrant une vraie relocalisation de la production et la distribution alimentaire permettrait de diminuer
ses émissions jusqu'à 12%, d'après le ministère de l'Agriculture. Donc, au-delà des conférences, il faut effectivement aller vers du concret. Donc, ça relève effectivement de décisions politiques, législatives, mais aussi, on voit bien que si les projets alimentaires ont été intégrés dans la loi, si on parle d'agroécologie dans la loi, c'est parce qu'il y a une demande sociétale. Donc, il faut que nous arrêtions de manger des produits qui sont intensivement consommateurs de pétrole, arrêter de consommer et de bétonner les terres nourricières. Il faut que nous arrêtions de consommer n'importe comment et donc de soutenir les entreprises agricoles ou agro-industrielles et agro-industrielles sans condition. Peut-être passer de la PAC à la PAC, alors je m'explique, passer de la politique agricole commune à une politique alimentaire commune et qui intègre les coûts induits, avec évidemment des déclinaisons nationales, régionales, et que nous portions des projets alimentaires locaux. Ainsi, au-delà du plaisir d'agir pour le climat, pour la nature, nous aurons encore le plaisir, dans 20 ans, dans 30 ans, de manger des cerises de la Drôme au mois de juin, des raisins de Moissac au mois d'octobre et des pommes de terre du nord de la France ou de la mâche nantaise en hiver. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les 5 pour cette présentation. On est un petit peu en retard, mais avant de passer la parole au public, j'aimerais proposer à Pascal Durand, qui est dans la salle. Simplement, je crois que si on veut laisser un peu de temps avec la salle, j'ai l'habitude, l'Europe en général, on la laisse complètement de côté en France. Donc, une fois de plus, je constate que ça va être difficile. Simplement, je voulais remercier CIWF d'avoir abordé la question aussi par le biais de l'alimentation, parce que ça montre qu'on a tous une responsabilité individuelle aussi, et que si on n'agit pas en bout de la chaîne, on ne peut pas tout le temps dénoncer les autres, et notamment les agriculteurs et les éleveurs. Donc, je pense que cette approche est une approche extrêmement positive et très intelligente. Et juste une dernière chose, et ça c'est juste une seconde, faites très attention, on est en train de parler de beaucoup de choses. Il y a un traité transatlantique qui est en train d'être élaboré et des négociations qui se font entre l'Union européenne et les États-Unis dans l'opacité la plus dramatique. Les conditions d'élevage, la condition animale aux États-Unis n'est pas la condition animale en Europe. Les conditions d'exploitation industrielle, ça a été dit, c'est un point, j'attire votre attention, on ne parle pas du tout des effets du traité transatlantique par rapport et à la condition animale, à la condition alimentaire et aux conditions de santé. Saisissez-vous vraiment de ce problème-là, il est très très urgent et important. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne des questions de la salle. On a un quart d'heure, peut-être 3 par 3 pour qu'ensuite on puisse répondre. Vous pouvez vous orienter vers le bout des rangs pour pouvoir prendre le micro et appuyer sur le bouton vert. Bonjour, Jean-Claude Marcus, Association française pour l'étude du sol et Club parlementaire pour la protection et l'étude des sols. Comme nous sommes à l'Assemblée nationale, bien entendu, je partage à peu près tout ce qui a été exprimé. Nous sommes cette année, en 2015, année internationale des sols, dont le thème est « Un sol sain pour une vie saine ». Et nous allons aussi vers COP21, et nous sommes à l'Assemblée nationale qui a en général pour fonction de voter des lois. Je voudrais donc rappeler ici 3 propositions simples qui pourraient être votées avec un consensus à la condition qu'elles soient proposées. La première, c'est l'aspect qualitatif concernant les sols. Pour ma part, je ne comprends pas qu'il n'existe pas de zone d'activité agricole qui ait rigoureusement le même statut que les autres zones d'activité et qui rendrait nos sols agricoles, quel que soit l'usage qu'on en fait aujourd'hui,
conservée au moins de façon quantitative. Alors je sais bien que quand on raffine du pétrole, il faut mettre quelque part le bitume, et que quand on fait une cimenterie, on ne peut pas l'arrêter, mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on ne sanctuarise pas, le mot n'est pas faible, ce qui nous reste de terres agricoles. Si je prends l'exemple du triangle de Gonesse, par exemple, on envisage d'artificialiser à peu près 1000 hectares de néoluvisols, qui sont manifestement parmi les meilleures terres du monde pour toutes sortes de raisons. Deuxième proposition qui ira dans le sens de tous les exposés qui ont été faits ici. Aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie sont trustés par les grandes entreprises. Je ne vous les citerai pas, vous les connaissez. Or, ils existent. Ce n'est pas du tout quelque chose de punitif, c'est quelque chose d'incitatif. Il y a des pratiques agricoles qui sont des pratiques émissives. Mais il existe des pratiques agricoles qui sont ou qui commencent à être séquestrantes. Pourquoi ne pas appliquer à ces pratiques agricoles rigoureusement la même démarche qui est celle des certificats d'économie d'énergie? Si ça pose un problème, je l'expliquerai en 2 mots. Et puis, donc là, j'ai vu le quantitatif, j'ai vu le qualitatif, mais il faut se soucier du cognitif, puisque nous sommes quand même des animaux symboliques. Et là aussi, il est extrêmement facile de pratiquer pour tous les produits et tous les services qui sont mis à notre disposition un étiquetage au kilomètre parcouru. Ça n'est pas du tout quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et je pense que cette proposition, elle aussi, devrait être faite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, je voudrais rappeler que la France n'est pas complètement perdue dans le cas des bonnes pratiques. On a l'exemple du Nord-Pas-de-Calais qui a fait rentrer les indicateurs de carbone sol dans son schéma régional climat-air-énergie. Et nous avons la Basse-Normandie où, en cartographiant les sols à l'échelle des progrès, on a pu en économiser les 2/3. Je vous remercie. Alors, on peut approcher. Oui. Gérard Lepuy, le journaliste, moi je promets d'être plus court. Je m'étonne quand même que personne à la tribune, en ce mois d'avril 2015, n'ait évoqué la sortie des quotas laitiers. Ils duraient depuis 30 ans. Or, leur sortie permet de lâcher les chevaux, si je puis dire, c'est-à-dire de produire du lait de manière beaucoup plus intensive qu'avant, d'importer plus de soja, de cultiver plus de maïs, de mettre plus d'engrais, et de brûler beaucoup d'énergie pour transformer des millions de tonnes de lait en poudre pour l'exporter en Asie, finalement. Alors, est-ce qu'on peut préconiser des bonnes pratiques en gommant cette contradiction des politiques européennes et de la Commission européenne? Merci. Auréline Doreau, co-auteure de l'Atlas de l'élevage herbivore en France. Moi, j'aimerais juste vous demander, avant de penser relocalisation, est-ce qu'on peut penser empêcher la délocalisation? Parce que ça a été rappelé plusieurs fois. Il y a une diversité de systèmes d'élevage qui existent en France, que ce soit des herbivores, enfin des monogastriques ou des polygastriques d'ailleurs. Et on a quand même des systèmes herbivores qui sont quand même assez intéressants. Je vous rappelle que 80% de l'alimentation des élevages bovins, tous systèmes confondus, sont à l'herbe en France. Donc c'est quand même une ressource qu'on a qui fonctionne plutôt bien pour le moment. Bien sûr, il faudra voir la diminution l'augmentation de la sécheresse et les conséquences que ça peut avoir sur le climat. Néanmoins, pour le moment, il y a quand même des systèmes qui fonctionnent en France de façon plutôt correcte. On est encore autonome en produits animaux, enfin produits en viande bovine en France. Combien de temps ça va rester? Eh bien, j'en sais rien, mais j'aimerais bien qu'en termes de politique publique, quelque chose soit fait pour préserver ces systèmes-là et aussi soutenir les éleveurs qui souffrent beaucoup du regard qu'a la société sur eux en ce moment. Et puis voilà, il faut rappeler aussi qu'une grande quantité de services sont rendus par l'élevage à l'herbe souvent aussi en France. Et c'est pas négligeable en termes de paysage, notamment, mais aussi en termes de vitalité territoriale. Voilà, si on n'a plus d'élevage sur les territoires, on n'a plus personne dans les zones rurales dans peu de temps. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Philippe va répondre sur les quotas laitiers. Ah, pardon. Bonjour, c'est bon, on m'entend là? Oui. Donc, bonsoir. Claire Even, donc chargée de plaidoyer faim et climat pour Action contre la faim. Donc, moi, je voulais parler ce soir. Donc, merci pour vos interventions et j'aurais beaucoup de questions à poser aux panélistes, mais je vais essayer de faire court. On est à quelques mois maintenant de la COP21 à Paris et à quelques semaines seulement des négociations de Bonn, donc qui auront lieu début juin. Et donc aujourd'hui, ce soir, je voulais insister sur la mention de la sécurité alimentaire dans le texte de négociation. Donc la société civile se félicite que cette mention soit entrée à Genève, donc en février dernier, dans le préambule et dans le chapitre sur l'adaptation. Et notre objectif, évidemment, pour Bonn, c'est de le conserver. Mais il y a toutefois de nombreuses craintes de la part de la société civile, notamment sur l'agenda des solutions qui a été proposé par la présidence française et le secrétariat général des Nations Unies, avec, par exemple, donc voilà, un agenda des solutions dans lequel on retrouve beaucoup de solutions, notamment la GACSA qui a été évoquée mais pas développée par M. Barré, et donc cette idée d'une agriculture climato-intelligente qui mélange à la fois l'agroécologie et les OGM. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur cette question. Et d'autre part, également, donc, la sécurité alimentaire ne figure aujourd'hui pas dans le volet atténuation. C'est un des objectifs de la société civile de l'intégrer, notamment avec, là encore, quelques incertitudes sur les impacts des mécanismes de stockage carbone sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations locales. Merci beaucoup. Bonjour, Ophélie Véron, chargée de mission à l'Association végétarienne de France. Moi, j'avais une petite question justement parce que la COP21 approche et je me demandais comment faire en sorte que la réduction des protéines animales dans la consommation quotidienne de nos sociétés occidentales soit véritablement prise en compte et apparaisse clairement dans les politiques climatiques nationales et internationales. Voilà. Merci. Okay, peut-être dernière question alors. Je voulais poser une petite question parce que j'anime une petite association qui est installée en France et dont les activités servent aussi également pour le pays dont nous sommes originaires. Et la question qui est principale, c'est qu'ils demandent là-bas, ils voient une mesure qui a été déjà votée ici à l'Assemblée nationale française sur la responsabilité des entreprises, les multinationales, notamment les multinationales qui achètent des terres pour agrandir les terres agricoles. Et de chez nous, et c'est beaucoup perçu par le fait qu'il y a toute une grande bagarre, puisqu'il y a la présence chinoise aussi, qui n'est pas la même selon les pays. Et donc, la question, c'est qui est une demande en fait de là-bas, comment pourrait-on faire pour que la COP 21 puisse essayer de voir comment cette loi peut accompagner certaines améliorations pour faire en sorte que les terres agricoles soient protégées. Parce que nous avons le cas de la déforestation qu'on a peur de parler ici, parce que vous, quand nous qui faisons des associations ici, si on en parle, ça devient comme un débat ou une critique politique. Parce qu'on a oublié que c'était la cause principale de la sortie de la maladie Ebola, qui a commencé en Afrique, il a traversé les frontières, il est venu tuer tout le monde. Et donc, comme là-bas, ils disent, mais comment se fait-il qu'ils votent de belles lois, mais nous, ils considèrent comme si ce qui s'est passé chez nous, ça ne peut pas avoir une relation avec eux. La demande, c'est celle-là. Comment on peut faire que c'est une belle loi, et la France est seule, c'est pourquoi ils trouvent ça très innovant là-bas, aucune force internationale ne l'appuie. Comment peut-on faire pour que ça participe dans le cadre de l'amélioration et de la protection de l'environnement? Philippe, peut-être vous pouvez répondre sur effectivement les quotas laitiers, par exemple. Yes, certainly. On milk quotas is a good example of fiscal policies that don't take into account the bigger picture.
Alors en fait, les quotas laitiers représentent un exemple intéressant de politique fiscale qui ne tiennent pas compte de la situation d'une façon plus générale. The introduction of milk quotas was bad for animal welfare. The lifting of milk quotas is likely to be bad for animal welfare. I'll explain very briefly. Et en fait, l'introduction de ces quotas, c'était mauvais pour le bien-être des animaux, et l'inverse de même. Et je vais vous l'expliquer très rapidement. When milk quotas were introduced, it was a trigger towards intensification because the amount of milk quota that you received the following year would be referenced to the amount that you produced in the year leading up to it. Quand les quotas ont été introduits, cela a mené en fait à une intensification parce qu'évidemment, ce que vous avez le droit pour l'année suivante dépendait de ce que vous avez produit l'année précédente. So the advice that was given was push your cows hard, feed them concentrates, and if you can, use higher yielding genetics. Alors en fait, les conseils qu'on donnait étaient d'encourager les vaches, de leur donner des concentrés de plus en plus importants et de vraiment les encourager à produire. So milk quotas shifted us down this industrial route in dairy in Europe, and with the lifting of them, it looks like it's going to seal the deal because in taking the ceiling from production, it's likely to encourage those who want to set up mega dairies, which I think is a very retrograde step. Alors en fait, en éliminant le quota, cela va, et en éliminant les plafonds, cela va encourager ces méga fermes et qui va tout à fait à l'encontre de quelque chose de très négatif. And just while I got the microphone, just to touch on the COP21 question and the climate change negotiations Alors rapidement, in je vais parler de Paris. COP21 et des négociations au niveau du changement climatique à Paris. I think it's absolutely crucial that we put consumption issues on the table, that we put the amount of meat and dairy and eggs that are being consumed on the table as a key issue. Il est essentiel en fait de regarder la consommation, de voir quelle est la quantité de viande, d'œufs, etc. que nous consommons. There is good evidence to show that technical mitigation measures in agriculture alone will be insufficient on their own to prevent an increase in greenhouse gases from agriculture. On a déjà démontré qu'en fait les gaz à effet de serre ne peuvent pas être tout simplement contrôlés du point de vue technique. If we're to have any chance of keeping global warming to a 2%, to a 2-degree ceiling, then we've got to look at consumption. Si nous voulons avoir en fait ou respecter les 2 degrés, il faut examiner la consommation même. And what do we mean by having to look at consumption? Et que voulons-nous dire par cela? Halving the consumption of meat, dairy and eggs in Europe would lead to up to a 40% reduction in greenhouse gases. It's that scale of difference that is going to be the decider as to whether we save the planet or not. Nous allons pouvoir seulement sauver la planète si nous consommons la moitié en fait des produits laitiers, des œufs et de viande, et cela pourra réduire les effets de gaz par 40%. Mais c'est seulement à ce niveau-là que nous allons pouvoir obtenir ces résultats. So consumption issues on COP21 are absolutely crucial. Alors ces questions de consommation au niveau de COP21 sont tout à fait essentielles. Sur la délocalisation, sur la question sur la délocalisation. Alors, sur la question par rapport à la délocalisation qui a été posée par vous, Madame, effectivement, aujourd'hui, très clairement, nous n'avons aucun outil législatif pour empêcher les délocalisations et encore moins les plus grandes fermes, les fermes telles que la ferme des Villevaches. Mais contrairement à ce que vient de dire M. Limberry, je ne suis pas tout à fait d'accord, les quotas laitiers n'ont absolument pas empêché les fermes de... Alors, X vaches, mais enfin, les quotas laitiers ont empêché... Chaque pays avait son quota qui était décliné d'une façon ou d'une autre, mais ça n'a pas empêché l'agrandissement des exploitations. Surtout pas. Dans mon département, on est passé de 1000 producteurs à 500 producteurs environ,
à moins de 500 producteurs en 10 ans, mais la production de lait est restée la même, exactement la même. Et il y avait une réunion de la Fédération des producteurs de lait la semaine dernière. L'expression des industriels du lait, c'était « il n'y a pas de problème ». Avec l'arrêt des quotas laitiers, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça c'était précisément parce qu'on était en train de pousser les vaches. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que les quotas laitiers n'ont eu aucune influence, n'ont pas empêché l'agrandissement des exploitations, mais pas du tout. Le quota par région ou par pays, etc., était, voilà, donc c'était pas des... Alors effectivement, qui pouvait être décliné à l'exploitation, mais effectivement, à partir du moment où il y avait des exploitations qui disparaissaient, ça libérait des quotas pour agrandir les autres. Donc effectivement, après, les outils, ils sont clairement des outils qui seraient restrictifs, ce qui n'est pas le choix qui a été fait ni par la dernière réforme, celle qui se met en place de la politique agricole commune, puisqu'il n'y a toujours pas de plafonnement. Donc c'est clairement les choix, à un moment donné, c'est effectivement changer de politique agricole commune, clairement, ce que nous n'avons pas fait. Et encore moins, la loi d'avenir agricole, il n'y a pas de mesure pour arrêter l'agrandissement des exploitations. Il y a des propositions pour aller vers l'agroécologie et pour favoriser un autre système d'agriculture. Donc c'est vrai que ce n'est pas une loi qui est restrictive. Donc voilà, quoi, c'est le côté, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut se satisfaire d'un certain nombre d'évolutions de la loi qui lient l'agriculture et l'alimentation, mais de vraies mesures restrictives pour dire on ne veut pas de ferme en dessus de telle taille, il n'y en a pas. En tous les cas, et donc effectivement, la loi telle qu'elle est sortie aujourd'hui n'empêchera pas cette évolution-là. Sauf à prendre... C'est pour ça que il me semble que prendre le problème autrement, c'est dire, par les projets alimentaires territoriaux, on peut prendre en main localement nos politiques agricoles, enfin nos politiques alimentaires et donc nos politiques agricoles, c'est un moyen de lutte. Voilà, très clairement. C'est un moyen de lutte, et y compris par rapport au TAFTA, qui vient d'être évoqué tout à l'heure par mon collègue Pascal Durand. Clairement, à un moment, il y a la lutte pour empêcher des textes ou pour les faire évoluer. Et quand on n'a pas réussi, l'autre lutte, c'est au niveau local, c'est la résistance. Je vous rappelle que dans l'histoire, la résistance, des fois, nous a permis de sortir de vrais fourbiers. Hein. Bon, voilà. Merci. Olivier, peut-être je peux vous passer le micro pour la question sur la sécurité alimentaire. Comme vous voulez. Non, j'ai deux remarques sûrement liées à la sécurité alimentaire, chère Léopoldine. Ces remarques sont liées, elles seront brèves. La première concerne les négociations sur le changement climatique, la COP21. Je crois qu'une des conséquences à tirer de tout ce qui s'est dit ce soir, c'est que le mode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre de chaque pays est profondément problématique. Nous comptabilisons les émissions liées à la production dans chaque pays. Nous comptabilisons les émissions liées à la consommation des personnes en bout de chaîne. Nous ne comptabilisons pas, par contre, les émissions liées à la production en début de chaîne de ce que nous importons. Et ceci nous permet, dans, je dirais, la bonne conscience la plus complète, de ne pas interroger nos modes de vie tout en prétendant réduire notre empreinte écologique. C'est quelque chose qui ne peut plus durer. Et au fond, l'Union européenne, qui se prétend vertueuse dans ces débats parce qu'elle se fixe des objectifs ambitieux et qu'elle décarbonise son économie, fait cela uniquement parce qu'elle importe toujours plus
en externalisant les sources les plus polluantes de l'industrie et de plus en plus de l'agriculture. Il faut un mode de comptabilisation qui non seulement calcule comme aujourd'hui ce que chaque pays émet en fin de chaîne, mais également intègre cela. Et ces deux mesures sont complémentaires parce qu'il ne faudrait pas non plus que des pays comme le Brésil, l'Argentine, qu'on a beaucoup évoqué, qui vont progressivement accepter des restrictions aux émissions de gaz à effet de serre pour ce qui les concerne, soient totalement innocentés si ces monocultures de soja continuent de se développer chez elles. Donc ça, c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, elle concerne plusieurs des questions autour de la sécurité alimentaire mondiale qui ont été posées. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'agriculture, l'agro-industriel est de plus en plus mondialisée et des populations avec des pouvoirs d'achat incomparablement différents sont aujourd'hui en concurrence pour ces ressources. Le tableau, cependant, que les médias présentent quand ils parlent des négociations sur le changement climatique ou des négociations commerciales est très trompeur parce qu'on fait comme si c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est l'Union européenne qui négociaient. Et comme si ce sont les intérêts de ces blocs qui étaient en jeu. Mais non, les acteurs, ce sont les firmes, et en l'occurrence, pour notre sujet, les firmes de l'agroalimentaire. Les acteurs, ce sont les petits propriétaires ou les grands propriétaires terriens. Ce sont les petits paysans ou les latifundistes. Et quand on propose, comme je le fais moi-même, de réduire nos importations de soja pour réduire cette dépendance, mais aussi en accompagnant cela d'une réduction de notre consommation de viande industrielle, ça ne veut pas dire que ça va être mauvais pour le Brésil, l'Argentine. Ça va être mauvais pour quelques grands propriétaires et pour quelques grandes firmes. Mais je vous assure que cela va être un soulagement pour beaucoup de populations dans le Sud. Donc, replaçons, je dirais, cette question dans le contexte non pas géopolitique qui est celui que les médias nous donnent, mais dans le contexte des populations, des hommes et des femmes qui aujourd'hui vivent cet accaparement de terre au quotidien. Je crois qu'on n'a plus tellement de temps pour d'autres questions, mais peut-être Philippe Barret, je vous donne le mot de la fin. Le mot de la fin. J'avais 3 remarques qui seront aussi brèves que celles d'Olivier, même un peu plus. La première, c'est qu'il faut se rendre compte par rapport aux quotas laitiers, notamment, que les agriculteurs sont sur des optimums locaux qui sont différents d'un agriculteur à l'autre. Et donc, celui qui a déjà une grande ferme, il a intérêt toujours à agrandir. Le gain marginal qu'il fait est très faible, mais il a un gain marginal. Celui qui a une ferme qui est basée sur des herbages, les 2 points, le vert et le jaune que je vous ai donné, c'est 114 vaches en moyenne quand on a la grande ferme, 61 sur l'autre. Donc c'est du simple au double en termes de nombre de vaches par ferme. Et celui-là, il est sur un autre optimum local, et par rapport au quota, il va réagir différemment. Et donc, il n'y a pas seulement les politiques nationales, les politiques européennes, il y a aussi la situation aujourd'hui, et je pense qu'il faut des politiques adaptées. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée de relocaliser l'agriculture, mais ça veut dire aussi des politiques différentes pour chacune de ces relocalisations. Parce qu'on est devant des situations différentes et devant des besoins en accompagnement, aussi en recherche et en vulgarisation qui sont différentes. Première chose. Deuxième chose, il y a un point qu'on n'a pas évoqué sur l'alimentation, que je pense important en un mot d'évoquer, c'est que ce qui s'est passé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est une standardisation de l'alimentation, et notamment une standardisation des composés de l'aliment. Et donc, on est dans des systèmes où maintenant, toutes les graisses sont substituables. Et donc, avec des systèmes comme cela, bien sûr, on a du mal à redonner du pouvoir à la graisse produite localement et aux produits locaux. Et donc, il est important aussi d'avoir une réflexion sur cette standardisation de l'agriculteur, de l'alimentation, qui a eu comme conséquence de standardiser l'agriculteur et de transférer la rente de l'agriculteur vers le transformateur, qui lui alors crée de la valeur ajoutée. Et donc au lieu d'avoir un lait qui donne directement un bon fromage, on a un lait standard qui donne du fromage grâce à la chaîne de transformation artificielle. Et ce point doit, à mon avis, être aussi intégré avec la discussion sur la viande et la discussion sur le végétarisme. Ça me semble important. Dernier point sur les quotas, il y a deux acteurs dont je voudrais parler rapidement. C'est d'une part les syndicats
On n'en a pas évoqué aujourd'hui, mais sur des questions comme les quotas et les politiques agricoles communes, je pense qu'on est en devoir d'interroger les syndicats agricoles sur leur position et d'avoir une discussion critique avec les syndicats agricoles qui sont souvent très absents des débats, mais très présents dans les lobbying et dans les questions et dans les politiques réelles. Et là, moi, je me permets de jouer un peu mon rôle de mouche du coche pour dire qu'il y a vraiment une question. Et je vais encore peut-être être plus mouche du coche sur le dernier point pour répondre à la personne qui a parlé du monde de l'élevage. Moi, ça fait un certain temps que je pratique le monde de l'élevage, et notamment en France. Il y a quelque chose qui me pose question souvent par rapport au monde de l'élevage, c'est cette absence de visibilité de la diversité. Souvent, le monde de l'élevage se présente à l'extérieur, s'aligne derrière des slogans, 3 produits laitiers par jour, la viande c'est bon pour la santé, la viande française, après la crise de la vache folle. Et le problème, c'est que ça crée un effet d'alignement et qu'on a l'impression qu'il y a un monde de l'élevage unique. Et donc, je n'ai pas la solution, mais je pense que ce serait vraiment important qu'à l'intérieur même du monde de l'élevage, on puisse singulariser ceux qui ont des pratiques qui vont vers le modèle du futur, qui est un modèle qui doit être parcimonieux en ressources et qui doit être local, et ceux qui ont des pratiques qui sont purement adaptatives et qui ne seront pas le modèle du futur, mais qui tirent profit finalement d'un faible progrès qu'ils font aujourd'hui. Et je trouve que le monde de l'élevage lui-même devrait être capable de faire ressortir à l'intérieur de sa diversité les trajectoires qui sont les plus vertueuses par rapport aux trajectoires qui n'ont pas d'avenir. Je vous remercie tous les intervenants et le public pour leur contribution. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour information, vous trouverez de la documentation dans le hall d'entrée, enfin de sortie, de la documentation CIWF et aussi du groupe ELV à l'Assemblée nationale. Merci et bonne soirée. Et merci au CIWF d'avoir eu l'initiative et l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup.